Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière chronique d'Adrien. Et oui, c'est déjà la dernière chronique et aujourd'hui nous allons donc parler du cinéma parce que parler du cinéma au cinéma, ça paraît logique, hein, il faut bien parler de l'art qu'on pratique, c'est donc pourquoi je vous ai concocté 3 films qui parlent du cinéma. Once Upon a Time in Hollywood est un film qui a été réalisé par Quentin Tarantino et sorti en salle en 2019. Alors oui, c'est un film récent, plutôt connu, d'un réalisateur également plutôt connu et plutôt apprécié, donc peut-être que certains d'entre vous l'avaient déjà vu. Pour autant, peut-être qu'il y en a également qui ne l'ont pas vu et qui se demandaient faut-il que je le voie? Eh bien, on va voir ça. Alors cela donc parle de l'histoire de Rick, un grand acteur, et Cliff, sa doublure, qui vont évoluer dans le Hollywood des années 60 et dans un monde qu'ils vont petit à petit ne plus vraiment reconnaître. Le duo est brillamment interprété par Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, qui jouent à merveille bien évidemment. C'est d'ailleurs la première fois qu'on les retrouve tous les deux à l'écran, et honnêtement, on espère tous un petit peu que ça ne sera pas la dernière parce que c'est vraiment un super duo. Il en faisait plus que les autres. Non, c'est pas parce qu'il en faisait plus. Il avait autant de temps que tous les autres foutus réalisateurs. Mais ce qu'il faisait de son temps, c'est ça qui Au compte. Casa Vega, Rick et Cliff avaient tellement bu que quand vint le temps de partir, ils laissèrent la Cadillac sur place et rentrèrent chez Rick en taxi. Réalisateur de films d'action jamais reconnu à sa juste valeur. Brad Pitt remportera d'ailleurs un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. C'est un film qui a surpris pas mal les fans parce que quand on apprécie Tarantino, on s'attend à voir quelques règles qui ont été imposées par le réalisateur. Pour autant, il faut bien avouer que quand on arrive à la scène finale, je pense que tout fan de Tarantino était plutôt réjoui de voir cette fameuse scène. Le film se plonge donc en 1969 à Hollywood et nous raconte deux histoires distinctes. D'abord celle de Rick et Cliff d'un côté et celle de Sharon Tate de l'autre. Alors Sharon Tate, c'était la femme de Roman Polanski et elle a été assassinée par la secte de Charles Manson dans la vraie vie. Dans le film, il n'en est rien, puisqu'à la fin, elle survit, et je dois bien avouer que du coup, je ne comprenais pas vraiment à quoi servait ce personnage de Sharon Tate et pourquoi Quentin Tarantino en a fait une uchronie. Et je ne comprenais également pas pourquoi avoir donné ce rôle à Margot Robbie si c'est pour lui donner au final si peu d'importance. Après un deuxième visionnage et après quelques réflexions, il y a peut-être des explications qui peuvent en sortir. Alors bien sûr, c'est de la pure spéculation, mais au moins ça permettrait de comprendre un peu pourquoi ce personnage existe. Alors, je pense que Tarantino a voulu prouver son amour du cinéma et le fait que le cinéma est intemporel en laissant Sharon Tate vivre à la fin du film. Parce que oui, dans la vraie vie, elle est morte, mais au cinéma, elle est là pour toujours et elle ne mourra jamais. Et je pense qu'il est là le message de Tarantino, c'est que le cinéma est intemporel. Quoi qu'il puisse se passer au cinéma, ça restera là jusqu'à la fin du monde. Et je pense que c'est ça, vraiment le message de Tarantino et le fait que Sharon Tate ne meurt pas, c'est que au cinéma, elle sera toujours là. Le film est très soigné, que ce soit au niveau des décors comme des costumes. De plus, le fait que le duo soit interprété par Leonardo DiCaprio et Brad Pitt est vraiment superbe parce qu'ils sont merveilleux. Alors oui, ce n'est peut-être pas le meilleur Tarantino, mais pour moi, c'est quand même l'un des meilleurs parce qu'on ressent dans ce film l'amour que porte Tarantino pour le milieu du cinéma, et plus précisément celui des années 70, un milieu et un monde du cinéma qu'il n'a pas vécu, mais qu'il aurait voulu vivre. Eh bien, grâce à la magie du cinéma, c'est possible. Passons à un film français qui s'est parfaitement exporté aux États-Unis. The Artist a été réalisé par Michel Hazanavicius et sorti en salle en 2012. Il raconte l'histoire de Georges, une vedette du cinéma muet qui va malheureusement sombrer dans l'oubli quand le cinéma parlant va arriver, contrairement à Pépi qui, à l'arrivée du cinéma parlant, va exploser. Alors certes, on peut se dire que le fait que le film parle du cinéma américain et que ce soit une ode au cinéma américain, ça a sûrement beaucoup joué dans la balance pour que le film remporte l'Oscar. Parce qu'il faut bien avouer que Hollywood aime bien quand on parle de lui. Et c'est vraiment mérité. Le film est très bon. Le duo Jean Dujardin-Bérénice Bejo a déjà prouvé dans le passé qu'il fonctionnait très bien et prouve encore une fois qu'il fonctionne à merveille. Et Jean Dujardin est bien sûr incroyable. C'est d'ailleurs pour moi ce qui explique clairement son Oscar.
C'est bien écrit, les personnages principaux sont bien interprétés et bien scénarisés. On ressent l'amour, cette fois-ci du cinéma, mais des années 30, contrairement à Once Upon a Time in Hollywood. On peut également ressentir les inspirations de Michel Hazanavicius à travers The Artist, que ce soit Chantons sous la pluie ou Boulevard du crépuscule, deux films qui parlent donc du cinéma et qui ont, à mon avis, grandement joué dans l'écriture de The Artist. Un bon scénario, de bons acteurs, de bons costumes, mais il y a aussi une bonne réalisation. Et parler de bonne réalisation, c'est pas toujours évident, mais je pense que vous montrer un extrait d'une réalisation que je trouve très intéressante est plus pertinent. On comprend donc ici que le personnage de Georges, incarné par Jean Dujardin, est complètement perdu. En tant que spectateur, on ne sait plus lequel est le vrai. La caméra nous balade, nous donne l'impression que celui du haut est le vrai, puis celui du bas, pour en fait que ce soit celui du haut qui soit le vrai. On est complètement perdu dans cette histoire, de la même manière en fait que Georges est donc perdu, que lui-même ne se reconnaît plus et que lui-même ne reconnaît plus le monde du cinéma dans lequel il évolue, et je trouve ça très malin. Et des idées de réalisation, il y en a d'autres, ce n'est pas la seule, bien évidemment. En revanche, il faut tout de même reconnaître que le scénario est un petit peu linéaire, on s'attend à la fin avant qu'elle n'arrive, ce qui est un petit peu dommage. Malheureusement, malgré tout, ça reste un très bon film, et je vous le conseille sincèrement. Pour terminer, et je l'ai déjà évoqué en parlant de The Artist, on va parler de Chantons sous la pluie, qui a été réalisé en 1953 par Gene Kelly et Stanley Donen. Composé d'un grand casting de Gene Kelly, Gene Hagen et Debbie Reynolds, c'est donc, comme je l'ai dit, une comédie musicale. Alors bien sûr, il faut adhérer un minimum aux comédies musicales pour apprécier le film, mais je pense pour autant que même ceux qui n'en sont pas particulièrement fans pourraient tout de même bien aimer. C'est un film assez vieux, certes, et même si aujourd'hui on a une réticence un petit peu envers les vieux films, de peur que ce soit ennuyeux, que ce soit long, honnêtement c'est vraiment pas le cas. Le film est assez court et on plonge très vite dans cet univers d'un vieux monde du cinéma où les costumes, les décors vous permettent très rapidement de vous familiariser avec ce monde. Les musiques, les acteurs, tout comme les chorégraphies sont très bien travaillées et sont superbes joyeuses par ailleurs. Cette joie qui est agrémentée par les lumières qui ont vraiment un ton très joyeux. Et d'ailleurs, cette joie, elle est importante parce que c'est un film qui met de bonne humeur. Quand on regarde Chantons sous la pluie, on a envie, à la fin, d'aller danser à tue-tête, d'aller jouer dans les flaques d'eau et de sortir dehors pour chanter. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. And the sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Le film jongle parfaitement entre le drame, la romance et la comédie musicale sans que les transitions ne soient forcées. On passe vraiment de l'un à l'autre avec un régal parfait sans aucune difficulté. Certains considèrent donc Chantons sous la pluie comme un chef-d'œuvre, comme l'un des meilleurs films qui n'ait jamais existé. Alors oui, en soi, je peux le comprendre tout à fait parce que c'est vrai que c'est un superbe film qui n'a pas pris une ride malgré les années. Et donc c'est donc également pour ça que je vous conseille de le regarder. Chantons sous la pluie est une merveille que je vous recommande chaudement. Et honnêtement, me dire que je finis mes chroniques avec Chantons sous la pluie, eh bien je trouve ça plutôt sympa. Parce que oui, ça y est, c'est terminé. Les chroniques d'Adrien prennent fin. J'espère en tout cas vous avoir fait découvrir ou redécouvrir pour certains
des films que vous ne connaissiez pas ou que de prime abord vous n'aviez pas forcément envie de regarder, parce que le cinéma c'est aussi ça, c'est de la découverte, c'est voir des choses auxquelles on ne s'attendait pas, c'est être surpris par un film qu'on pensait assez mauvais, et le cinéma c'est également un plaisir intense à prendre, donc j'espère que ces films, si vous les avez vus, vous ont fait plaisir, et j'espère également qu'en voyant ça, vous aurez envie de découvrir d'autres films dont je n'ai pas parlé, parce que bien sûr, je n'ai parlé que de 12 films, il en reste un paquet. En tout cas, j'espère pour vous que vous allez les découvrir, que vous allez passer un bon moment. Et moi, je vous dis merci de m'avoir regardé, et qui sait, peut-être à bientôt.